Chapitre 5. Les bouches des femmes se sont ouvertes. De leurs lèvres s'échappent des mots pleins de mystère. Entre Eros et Thanatos, signes et symboles sont prononcés, puis sur la toile dessinés. Laissez la main tracer les mots dessus la page, avec les couleurs de l'artiste. Accrochez mes couleurs à celles de la femme indigo. Indigo profond, indigo clair et outre noir. Couleurs, sons, rythmes et images métamorphosent mon univers. Encore une fois, plongé au fond de ma mémoire pour y retrouver mon histoire. C'est au cœur de l'exil que mes pensées me conduisent vers les paysages de l'enfance. Corps immobile, pensée fluide, se mettre en route dès l'aurore, suivre les mots qui arrivent. Des grenouilles chantent dans l'herbe mouillée. Un soleil timide réchauffe la nature. Une odeur de citronnelle remonte des bois et nous enivre. C'est au cœur de l'exil que les paysages aimés se révèlent, nous appellent. Dans le froid de l'hiver, parisien, les paysages de mon enfance. Paris, 1972. J'ai 10 ans. Je suis loin de la Martinique. Maman Victoire et Marine sont en congé administratif. Nous sommes au cœur de la métropole française pour 2 longues années. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je prends le chemin de l'école. Quitter l'appartement douillet de l'avenue du Maine, remonter mon col, courber le dos et avancer. La morsure du vent glacé sur ma peau. Un vent glacé qui brûle les yeux et fait couler les larmes. À chaque sortie dans le froid, passage en revue des enseignes lumineuses dans l'obscurité de la journée naissante. Hôtel, Félix Potin, les trois laboureurs, néons de toutes les couleurs, froid soleil de la ville qui clignote dans la nuit. À mon grand désespoir, le reste de la famille est sous ses couvertures. Maléonie, avec ses 72 ans, n'a plus à s'en faire et la fille de maman Victoire a renoncé depuis longtemps à se rendre à son lycée. C'est une période critique de grèves et de polémiques. Chaud, 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 le printemps sera chaud. C'est ce que crient les foules à longueur de défilé dans les rues de Paris. La fille de maman Victoire revient toujours sur ses pas à cause des manifs et des cars de police. Elle a trouvé un bel alibi pour se vautrer jusqu'à midi dans son lit. Chaud, 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 le printemps sera chaud. Pour moi, l'hiver est bien trop froid, le printemps le sera aussi. Alors j'appelle à moi les paysages de mon enfance. C'est au plus profond de l'exil que nous reviennent les lieux aimés. Le Carbet, avec ses toits de tuiles rouges qui se serrent les uns contre les autres, le bourg de mon enfance, le bourg où je suis né, a l'air coquet de mouchoirs brodés qu'on aurait glissés entre les seins d'une femme. Une grande rue le traverse. D'un côté de la rue, c'est un dédale de petites cases construites dans le même moule. Des maisons à l'allure clownesque que les touristes en mal d'exotisme aiment à photographier. Une dalle de ciment, 4 façades en bois et un toit pointu. On aurait dit des œufs de Pâques habillés pour la fête. De l'autre côté de la rue, quelques maisons coloniales étalent leur largesse et narguent leurs voisines. Les grandes maisons ont une cour de sable noir et un bassin rempli d'une eau qui coule toute la journée. Des mangues mûres tombées par terre répandent dans l'air des senteurs de sucre et de térébenthine. Dans le bourg où je suis né, la grande rue forme une frontière entre deux sociétés qui souhaitent s'ignorer, mais leur marmaille joue, piaille et vocifère toute la journée. On pousse des pneus avec de grands bambous. On fabrique des voitures avec des bobines de fil vide. Jeux de billes dans le sable. Barouf interminable. Agathe, cristal, œil de chat, calot, boulard. Les billes sont des trésors qui s'échangent dans la rue. Au centre de mon village, il y a aussi un marché. C'est un cœur qui bat la chamade comme celui d'une créole.
La baraque bondée ne cesse de déverser son trop-plein sur les trottoirs afin d'éviter l'explosion. Une éclosion de parasols ouvre ses ailes multicolores à chaque floraison de touristes. Tout un wheelie de revendeuses en affaires susurre des mots de miel pour attirer les clients qui sont abasourdis, saoulés, abrutis par l'ambiance tropicale. On achète à prix d'or des bracelets de souvenirs. Pour un sourire, on vide le contenu d'un porte-monnaie. C'est au cœur de l'exil que les lieux qu'on aime nous reviennent. J'avance à grands pas. Mon école n'est qu'à quelques pâtés de maison. Mes idées prennent en marchant la couleur des beaux jours passés au Carbet. Dans la chaleur du bord de mer, au cœur du grand marché, des querelles incessantes éclatent pour un oui ou pour un non, une place usurpée, un panier renversé, tout un cancan de matadors échauffés dans une perpétuelle agitation, sous la tôle ou sous les parasols. Gorge chaude, bonda bombés, bandés comme des arbalètes, prêtes à blesser. Elles vomissent comme des armes aiguisées, des salves de girons avec des départs précipités, des pauses et des modulations, des accentuations et des rebondissements, des chapelets blasphématoires, voltiges de gosier en gosier, vol de bouche en bouche, pour finir, souffle coupé. Tout un va-et-vient de clientes échauffées virevoltent à son aise, marchandes comme des canailles, rouspètent à cause d'une flambée de prix. Elles jouent du coude pour avancer, pressées par-ci et bousculées par-là. Dans le bourg où je suis né, vers 6 heures du soir, on investit la rue principale. Tout un monde est en affaires. Les piétons nonchalants, les commères debout sur les trottoirs, les commères derrière leurs jalousies, à flairer les bons et les mauvais vents, et aussi les bandes joyeuses d'enfants. Les bandes joyeuses d'enfants qui arrivent par vagues successives et entourent Medellín. Au Carbet, on connaît bien Medellín, la marchande de douceur. Comme un essaim de mouche à miel, les enfants l'encerclent. Oh coco, mon Medellín, oh coco, en timbale 50 centimes, mon Medellín. Et la main potelée de la carbétienne plonge et replonge au fond de sa sorbetière pour satisfaire les bouches voraces des petits nègres. Sa tâche accomplie, Medellín se campe sur ses deux jambes, met ses mains sur ses hanches afin d'admirer les enfants. Et puis, elle pousse des petits soupirs d'aise, des couinements insolites qui font tressauter sa lourde poitrine. Dans le bourg de mon enfance, la grande rue et sa flopée de ruelles perpendiculaires. Se regarder de haut, nourrir des rêves inutiles d'altitude. Les petites rues lances de fins lacets qui partent à l'assaut des mornes. Les mornes qui entourent mon village ont la tête dans les nuages. On aperçoit quelques maisons sur pilotis qui semblent vouloir grimper les mornes avec leurs jambes fines de demoiselles pressées. Et puis, c'est la campagne. La pleine campagne, fleurant bon le bois tibaume, le vétiver, la citronnelle, la campagne aux sentiers boueux qui conduisent au jardin potager. Beaucoup de Carbétiens ont leur loupin de terre, qu'ils cultivent avec amour, leur terrain où ils lâchent leurs bœufs, leurs cabris ou leurs poules. Rares sont ceux de mon village qui frappent la terre pour n'en tirer que le son sec du tam-tam de la peine. C'est au cœur de l'exil, dans le froid de l'hiver, que ma famille me revient. Relever encore mon col, plisser les yeux pour revoir ceux qui me sont chers. Mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère. Pendant les vacances scolaires, maman Victoire me dépose dans ma famille pour aller à ses affaires. C'est sa manière, dit-elle, de me permettre de garder un lien avec les miens. Mon père, ma mère et une belle douzaine de frères et sœurs, des cœurs qui battent à l'unisson et beaucoup de jus, des tours de bicyclette, des tours et des tours autour de l'ancienne mairie, des tours à toute vitesse, et moi assise sur le guidon, j'ai 6 ans. Quelle fête! C'est mon manège à moi qui va à toute vitesse et me fait tourner la tête. Une seule bicyclette dans le quartier,
Et pourtant, combien d'enfants ont de radieux sourires? Il y a aussi des promenades à la pelle. Ma sœur Josette m'attrape par un bras et me colle sur ses hanches. Je m'agrippe à elle comme un petit singe. C'est mon mode de déplacement préféré. Nous marchons dans le bourg à la fraîche. Quelquefois, nous pouvons nous offrir les délicieux gâteaux de Madame Bernabé, à Moncaché ou Robinson, ou simplement le pain beurré préparé par maman Marie-Rose. Chaque matin, aux aurores, la voiture de pain claironne, pain frais, pain sorti du four, pain d'1 kilo, avec une feuille de coco sur le dos. Maman sert le pain du jour dans un buffet, et le buffet prend l'odeur du pain frais. À chaque ouverture de ses portes, les effluves du pain envoient des convocations dans toute la maison, et nous accourons la gueule enfarinée. Il y a aussi, bien évidemment, les bains interminables dans la mer endormie du Carbet. Nous revenions tremblants, presque bleus, et l'estomac dans les talons de nos matinées dans la mer. Mais heureusement, nous étions accueillis par l'odeur appétissante du courbouillon de poisson rouge. Le poisson qu'on vient de sortir de la mer est généreux de toutes les saveurs de la mer. Ah, le courbouillon familial, sourire d'une maman dont les enfants ont le ventre rempli, rebondi. Une table magnifique, garnie de la joie de tous ses enfants. Maman jubile. Pas besoin de mettre les petites assiettes dans les grandes assiettes. Ce sont les couleurs du succulent courbouillon qui habillent la table du déjeuner familial. Et la brûlure du piment s'ajoute à notre délectation. Et chaque soir, les crèmes légendaires de Maman Marie-Rose. Cheveux d'ange, maïs, vermicelle ou riolet. La cannelle, le citron vert et le caramel qui sont gravés dans nos mémoires. Au cœur de l'exil reviennent toutes les saveurs d'enfance. Dans le bout de mon enfance, on faisait sécher les grains de café sur de longues tôles ondulées qui étincelaient au soleil. Et puis, c'était le long travail de la torréfaction. Lentement, chaque grain transpirait son essence, l'odeur du café grillé. On ne peut l'oublier. Voisins et voisines se rassemblaient alors autour d'un boucan pendant de longues soirées. Des tambouillés accompagnaient les histoires de facétieux conteurs qui savaient à point nommé déclencher les rires ou les cris de frayeur. Des histoires à ne pas dormir du tout autour d'un feu de joie. C'étaient des envolées de contes qui n'en finissaient pas. Des cours de grands blancs, subtilisés par on ne sait qui, sont remplacés dans leur cercueil par des troncs de bananiers. Des bougresses jalouses, métamorphosées en poules blanches, pondent des œufs maléfiques sur le toit de leurs voisines. Et elles terrorisent le village avec leurs invraisemblables tapages. Au milieu de chaque nuit, une armoire à glace dévale à toute vitesse la rue principale. Métamorphose d'une diablesse. Les portes de l'armoire qui s'ouvrent et se referment, ce sont bel et bien les seins de la créature qui se balancent de gauche à droite. Et l'on sait dans le village qui se livre à ses artifices. C'est une Marie-Clémence qu'un jour on délivrera de tous ses maléfices. Alicia et Julicia l'assurent. Alicia et Julicia, ce sont de vieilles aigris, toujours le crucifix à la main, qui détectent partout dans le bourg les traces de noces sataniques, mais aussi des chevaux à 3 pattes, des soucougnants maléfiques, des boules de feu autour des fromagers à la tombée de nuit, et des dorlis qui se faufilent par le trou des serrures. Curieuse créature. Tout un tralala d'histoire à dormir debout. Les histoires sont des miroirs de nos âmes, un folklore de peur transformé par les croyances magico-religieuses de mon pays, mais donné en partage par la parole de ceux qui racontent les histoires. C'est au cœur de l'exil, dans le froid de l'hiver, que reviennent les mondes imaginaires de mon enfance. Au plus profond de la nuit d'hiver,
mes pensées bien au chaud, au creux de ma mémoire. Je remonte mon col, je courbe le dos et j'avance. Mon école est une grande bâtisse en pierre de taille, avec un seul étage. Au milieu, une cour carrée et 3 marronniers. Je joue tranquillement sous l'ombre accueillante des grands arbres. L'été, le feuillage luxuriant des arbres offre un camailleux de vert, du plus tendre au plus foncé. Toutes les fois qu'une belle feuille tombe, elle est ramassée et rangée dans mon herbier. Septembre, c'est la saison des marrons. Alors, j'attends patiemment que tombent les grosses baies brillantes afin d'augmenter ma collection. Mais au cœur de l'hiver, pas une feuille qui tombe, aucun marron. L'esprit et les doigts engourdis, j'attends les jours meilleurs. Ma maîtresse est une femme blonde que je regarde avec admiration. J'aime tout ce qu'elle me raconte. Vercingétorix et Alésia, les Gaulois. Un jour, j'ai demandé à maman pourquoi la bouche de métro qui est tout près de chez nous s'appelle Alésia. Maman a aussitôt fabriqué toute une histoire. Et puis, elle a réveillé pour moi l'époque où Paris s'appelait Lutèce. Tout cela me passionnait. Nous étions très peu d'Antillais dans ma classe. Léonie disait avec humour que notre présence, c'était comme quelques mouches dans un grand bol de lait. Jamais je n'avais eu à remarquer la singularité de la couleur de ma peau. Maman Marie-Rose avait la peau blanche des mulâtresses yeux dorés et mon père avait, lui, la peau brune et les cheveux noirs de tous les capres. Alors, ça avait donné à mes frères et sœurs les couleurs du bonheur. C'est vrai qu'aux Antilles, les dégradés de couleur de la peau donnent à certains l'occasion d'établir des hiérarchies. Mais dans ma famille, ce n'était pas une préoccupation. Cependant, au cœur de l'exil parisien, pour les enfants de mon école, ça avait l'air d'être un vrai problème. Aussi me trouva-t-on toutes sortes de défauts. Non seulement ma peau trop noire, mais aussi ma manière de parler, et même mes rires leur étaient insupportables. Les colibets fusaient. Heureusement, côté famille, il y avait les longues promenades dans Paris en compagnie de maman Victoire. Je n'étais pas ce qu'il convient d'appeler une enfant sage. Alors, qu'il pleuve ou qu'il vente, maman m'emmenait me promener dans Paris. Chaque sortie donnait lieu à une expérience passionnante. Maman Victoire avait un petit talent à me faire voir, entendre et ressentir la vie des grands personnages historiques. Elle préparait minutieusement les visites. Que savoir, que retenir, où aller, quel métro prendre. Maman aimait par-dessus tout la période révolutionnaire. Rien n'était oublié, ni la place de la Concorde, où la foule avait manifesté contre le renvoi de Necker, ni la place de la Bastille. La Bastille! J'aurais tant aimé voir la prison que les Parisiens avaient prise d'assaut pour s'opposer à l'arbitraire du pouvoir royal. Mais les vestiges se faisaient rares. Alors mon imagination allait bon train. Néanmoins, pour les faits de réel, il y avait le musée Grévin. Marat, assassiné par Charlotte Corday dans son bain, m'a vraiment fait un grand effet. Ressusciter l'âme des morts, c'est le travail des historiens. Je dois dire que lorsque le gardien du musée, un temps immobile, s'était subitement mis à marcher, le cri que j'avais poussé avait donné lieu à une histoire que la famille a longtemps racontée. Me plonger au cœur du passé grâce au récit de maman Victoire, quel bonheur! À la conciergerie, je me souviens que l'écho de mes pas avait répondu exactement à celui des pas de Marie-Antoinette marchant vers l'échafaud. Chair de poule et grand émoi. J'étais une enfant à fleur de peau. Un jour, j'ai eu droit aux grandes eaux de Versailles. Sublime moment, radieux souvenir. La musique majestueuse de Lully
accompagnant ma visite et des milliers de fontaines et de jeux d'eau. C'est ainsi que m'a été donné le faste du grand château. Avec les lieux de mémoire, maman prévoyait aussi d'autres réjouissances. Dégustation de marrons chauds dans le froid de l'hiver. Une odeur suave emplit la rue. L'odeur des marrons chauds. Les marrons que les marchands cuisent au coin des rues réchauffent mes doigts gourds. Il y a aussi le parc Montsouris et son théâtre de Guignol, ses grandes balançoires. Place de la Madeleine, j'ai longuement caressé le petit équelle roux d'un homme qui jouait de l'orgue de Barbasse. D'ailleurs, j'ai retrouvé des années plus tard, place de la Madeleine, un bonhomme, pareil, avec son orgue et son chien. Sans doute n'était-ce pas le même. Maman m'avait présenté tous les détails des orgues de Barbarie, mais c'était le petit animal qui avait remporté mon suffrage. Maman Victoire avait un sens aigu de ce qu'on nomme la cerise sur le gâteau. Aussi faisions-nous, quelquefois, un petit tour chez Fauchon. Pour moi, Paris, côté maison, c'était un festival d'odeurs, de couleurs et de récits en compagnie de Maman Victoire. C'est au cœur de l'exil que j'ai pris connaissance de mon histoire. C'est vrai qu'il n'y avait pas dans la classe beaucoup d'enfants venant des Outre-mer. Nous n'étions que trois enfants à la peau brune. Les deux autres avaient capitulé, race et racine, et s'étaient fondus dans la masse. Ils avaient même adopté les airs grasseyés des petits Parisiens. Moi, toujours éprise des choses authentiques, je parlais comme parlaient les miens, bravant les rires et les colibés. C'est au cœur de l'exil que j'ai dû trouver ce que je suis. Et je fus aidé en cela par la maîtresse sympathique. Il y eut donc des exposés sur les Antilles, la Martinique. Il y eut aussi des leçons d'histoire consacrées à l'esclavage. Je ne sais si les raisons de son choix étaient claires pour ses élèves, mais l'institutrice nous parla longuement de ce moment où l'Europe s'est enrichie grâce au commerce triangulaire. Nous étions en 1972, et ce n'était pas dans l'air du temps qu'une institutrice du 14e arrondissement de Paris, blanche de surcroît, vous parle de la traite atlantique, la traversée des bateaux négriers chargés d'Africains et les ventes infamantes sur les marchés. Toutes ces femmes et ces hommes venus d'Afrique réduits à l'esclavage dans les colonies françaises. L'institutrice pensait sûrement qu'on ne rejette que ce qu'on ne comprend pas. La méfiance assombrissant les lumières de la connaissance. Cependant, toutes les lumières du savoir qu'elle braqua sur ma différence ne purent calmer aucune réticence. Rien n'y fit, bien au contraire. C'est donc très loin de chez moi, au cœur de l'hiver parisien, que j'ai découvert le sens et la signification de l'indigo profond et froid de l'océan Atlantique, l'endroit le plus craint de la Grande Mer, le lieu où dort l'histoire de mes ancêtres africains. C'est très loin des Antilles, au cœur d'un exil parisien, que l'Afrique m'est venue. Un matin, pour bien me faire comprendre mon exclusion définitive du reste de l'humanité, une péronnelle a glissé un petit papier dans la poche de mon tablier. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Sophie était pourtant, aux yeux des siens, l'enfant parfaite, l'enfant sage par définition, une enfant à la peau laiteuse, aux longues boucles d'or. Quels parents chimériques avaient instruit leur enfant de l'idée particulière qu'il se faisait de la France? Peut-être n'était-il pas d'accord avec le programme d'histoire choisi par notre institutrice, mais était-ce auprès de leur fille qu'il leur fallait pousser leur plainte, téléguidée par la version de sa génération? La fillette avait décidé que c'était de moi qu'il s'agissait quand Ferry disait « race
inférieure. Et la missive continuait ainsi. Race inférieure, c'est ce que te dit un grand-père de la France. À toi, qui as la peau trop noire et les dents bien trop blanches. Toi qui n'es pas la bienvenue dans l'école qui porte son nom. Fidèle à ce que Manléonie m'avait enseigné concernant l'agressivité du monde, j'ai voulu néanmoins témoigner ma sollicitude à la fillette après qu'elle se soit blessée pendant un cours de gymnastique. Je me revois montant l'escalier de son immeuble, lui apportant des roses. En rendant visite à Sophie, j'obéissais scrupuleusement à ce qu'on m'avait patiemment appris. La bienveillance en toutes circonstances. Maman Victoire m'accompagnait. C'est elle qui avait sonné. Une dame de certain âge, emmitouflée dans un immense peignoir fleuri, avec des charentaises aux pieds, nous avait ouvert. Elle avait l'air surpris. Maman lui avait expliqué les raisons de notre présence. Sophie n'est pas ici. Elle est en convalescence à Luchon. Comment tu t'appelles déjà? Je lui dirai que tu es venu. Merci. À peine avait-elle prononcé ces mots que la porte s'était refermée. Maman Victoire n'a jamais su qui était en réalité Sophie, mais je n'ose imaginer ce qui se serait passé si la fillette allergique à mon amitié n'avait pas été à Luchon. La porte à peine refermée, j'avais dégringolé l'escalier. Maman Victoire m'avait suivi comme elle avait pu. Et puis, la vie avait poursuivi son cours. La vie ordinaire, pas tout à fait. Puisque j'ai eu l'occasion de dire tout ce que sont les Antilles à la classe entière. C'était à l'occasion d'un exercice d'écriture et l'institutrice avait lu mon récit devant la classe réunie. C'était un récit haut en couleur, le récit de carnaval tout droit sorti de mon imagination. L'histoire d'une dame Clément qui donnait naissance à des diables rouges et à des diablesses blanches et noires, en prononçant des formules mystérieuses cachées au fond d'une forêt tropicale. Une forêt de balatabel-bois, de fleurs de balisier, de touffes de bambou vert et de fougères arborescentes. Une forêt à l'image de celle du nord de la Martinique, où mes frères et mes sœurs m'emmenaient marcher quelquefois. Il y a dans ces forêts comme une présence. En immersion totale dans la nature sauvage, les pitons du Carbet, on se sent en relation étroite avec tout l'univers. Un univers dont les mots de mon récit avaient révélé la mantique. C'était tout cela que la lecture de mon récit par notre maîtresse avait jeté à la face de Sophie. Tout cela, et puis la petite jubilation d'une fillette de 10 ans qui avait cloué le bec à une camarade allergique à certaines amitiés. C'est au cœur de l'exil que j'ai pris conscience de la cadence effrénée de mes mots sur les pages blanches. En lisant mon histoire, l'institutrice avait empli notre classe de la frénésie des tambours et des tibois. Tous les bruits de chez moi avaient soudainement envahi la classe. Les adibidip, les tiki-tic-tiki-tac avaient littéralement pris possession de l'espace pour dire qu'il existe très loin des néons parisiens, des univers insoupçonnés, des univers magiques. Et Dame Clément dansait. Elle dansait au son des tambours et des tibois. Personne ne pouvait l'arrêter. De sa bouche s'échappaient des vidés entiers de masques de carnaval, médecin l'hôpital, enfarineur du monde, Marianne Lapofigue sous leur robe de feuilles banane. Messieurs en mini-jupe et talons hauts, bobos d'un jour qui adoptent des postures lascives. Négociants qui font peur aux enfants. Toute une chorale de papillons volés, des damisos et de beauféas accompagnait la musique. La troupe carnavalesque se déhanchait, se débridait, se dévoyait et s'amusait surtout de la colère froide de Sophie. Elle se sentait seule au milieu des diableries que j'avais suscitées avec le seul pouvoir de ma poésie. Je jubilais. C'est souvent au plus froid de l'exil que tout ce que nous sommes se révèle. Fil de trame, fil de chaîne, tisser inexorablement la vie. C'est au cœur de l'hiver parisien
que j'ai découvert ma singulière histoire, que j'ai appris ce que sont les colonies dans l'esprit de certains Français. Jusque-là, je n'avais aucun problème avec les grands hommes. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Richelieu, Mazarin ou Necker, c'était pour moi féerique. Maman ressuscitait à mon seul usage ces figures de l'histoire. Et puis il y a eu l'empoignade avec Jules Ferry. Jules Ferry et la Troisième République me laissèrent perplexe. Il faut dire que la vision de l'histoire de Maman Victoire sortait tout droit du petit livre vert à l'usage des cours supérieurs et complémentaires. Une histoire qui faisait briller de mille feux les ors de la République française. Passant sous silence l'origine de la prospérité de la France, la dure réalité des cales des bateaux négriers et la vie terrible des esclavisés dans les plantations antillaises. Lorsque nous sommes entrés en Martinique, c'est dans le sillage du bananier qui nous ramenait chez nous que j'ai sondé dans l'indigo profond de l'océan Atlantique l'histoire des miens. Des millions de nous-mêmes sombrés dans l'indigo d'un océan froid, passage du milieu, des expériences de vie dont on ne saura jamais les richesses. Combien de cris ont été étouffés, combien de révoltes ont été jugulées. L'océan des souvenirs est à cet endroit d'un bleu profond, d'un bleu presque noir. Lorsque j'avais épuisé tous les jeux de société et exploré tous les recoins du fort Fleur-l'Épée, le bananier qui nous ramenait en Martinique, je passais des heures à perdre mon regard dans l'eau presque noire de la mer. Du haut du bastingage, je voyais ce que personne ne pouvait voir. Au-dessus de l'océan bleu s'envolaient des bulles comme des centaines de messages. Et je suivais la route folle d'une dérive de bulles, jolies bulles au soleil, bulles légères de l'espérance, jolies bulles irisées, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Je libérais avec une curieuse détermination des arcs-en-ciel d'espoir au-dessus de l'océan Atlantique pour dessiner mon avenir. L'espoir de comprendre chaque jour davantage ce que je suis vraiment. Au milieu de la pire des obscurités, trouver toujours quelque lumière. La peur du vide prenait corps et s'envolait. Et chaque jour, je refaisais le chemin, tête laineuse, cotonneuse, vaporeuse, dans mes rêves, corps immobile et paupières creuses, refaire le chemin à l'envers. Je sais bien que tous les êtres circulent les uns dans les autres, sans se voir, sans se savoir, que tout animal est plus ou moins homme, tout minéral plus ou moins plante, toute plante plus ou moins minérale, le monde entier en circulation dans tout mon être, à la recherche de ce que je suis vraiment. Avant l'expérience de l'école, aux Trois Marronniers, je n'avais jamais pris la mesure de ma singularité, ma peau noire et mon histoire. Heureusement que Maman Victoire avait plus d'un tour dans son sac. Maman Victoire et moi, nous lisions des livres, une orgie de livres, des récits surtout, les contes de Perrault et de Grimm, La cicatrice, Les Trois Mousquetaires, Poil de carotte, L'île au trésor, Le capitaine Fracasse, Sans famille, Mon petit trottre, et j'en passe. Des moments magiques. Je n'aurais raté pour rien au monde les après-midi de lecture en compagnie de Maman Victoire. D'abord, nous visitions la pâtisserie du quartier, Paris-Brest, éclairs au chocolat, meringues, tarte aux fraises, flan vanille, tête de nègre ou palmier. J'avais le choix. Puis nous préparions notre petit théâtre. Un canapé douillet, des coussins, des couvertures soyeuses et la lumière douce d'une jolie lampe. Maman ajoutait quelquefois un parfum d'ambiance, cannelle, ylang-ylang, eucalyptus ou lavande. Dans ces ambiances épicées ou rafraîchissantes, nos histoires étaient plus débridées, plus cocasses. Elles avaient des rebondissements sans fin, chaque histoire portant une empreinte gustative, olfactive et visuelle qui nous transportait vers l'éternité. Maman et moi aimions les livres. Nous lisions à tour de rôle un petit morceau du monument littéraire que l'on avait choisi. Et puis, nous bâtissions les univers en réveillant les mots de leur confortable sommeil dans les livres. Alors, ils vibraient les mots, grondaient, chantaient.
et s'agglutinait en mondes imaginaires. La voix de Maman Victoire improvisait tout un théâtre. Et la vie habitait les mots, des histoires d'enfants tristes, des histoires mouvementées aux actions héroïques, où je puisais l'art et la manière de vivre, des mots justes et émouvants, qui dépeignent les joies, les tristesses et les espoirs d'un cœur qui s'éveille à la vie. À la lecture du capitaine Fracasse, j'ai suivi les pas de Sigognac, un noble désargenté qui avait dû affronter toutes sortes de difficultés avant de trouver le trésor que de ses aïeux avait enfoui dans le jardin de son château. C'est ainsi que je me suis mise à chercher un trésor dans l'histoire de mes deux familles. Maman aimait aussi la poésie, simplement, sans distance et sans complexe. Pas comme on l'apprend aujourd'hui, en la démontant, vers après vers, rime après rime, image après image, pour trouver des figures de style. Maman faisait résonner les poèmes en déclamant. Et nous avions ainsi de nombreux feux d'artifice. Elle récitait à ma seule intention toutes sortes de poèmes du 19e siècle. La mort du loup, le pélican, le lac, de Médélobe à Villequier. Elle connaissait surtout les poèmes de la période romantique. C'étaient des miroirs de sa propre existence. Des fils secrets reliaient les mots des poèmes à Maman Victoire. Quand elle disait ces textes, tout son corps se chargeait de songes. La mort n'était jamais très loin dans les poèmes de Maman Victoire. Une mort qu'il fallait affronter cœur brisé ou cœur fier, sourire dehors, pleurs au dedans. Alors à mon tour, suivant ses pas, j'ai été le loup qui meurt sans jeter un cri, le pélican qui donne jusqu'à ses entrailles, ou Caïn fuyant de devant Jéhovah. Je ne sais si j'aurais pu, sans cette entrée en matière, tant aimer la lecture. Les mots seraient restés de mystérieux hiéroglyphes, des signes ésotériques tracés sur les pages blanches des livres. Et je comprends qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants restent à la porte des livres. Si pour beaucoup lire demeure un exercice rébarbatif, c'est bien parce que personne n'a éclairé leur sentier, personne n'a marché en leur compagnie dans les grands chemins de la lecture, ce qui métamorphose les mots tracés dans les livres en convoquant le pouvoir fabuleux de l'imagination. Imaginez, voilà le secret. Imaginez pour révéler le monde insoupçonné qui se cache derrière les mots. Moi, j'ai eu la chance d'entrer dans les pas d'une maman amoureuse des livres. Sa voix m'a guidé sur la route des émotions et des sentiments. Elle m'a permis de voir les personnages, les lieux et les objets, d'être sensible à la musique des mots. La musique n'ajoute pas seulement un air de fête aux mots, elle est la palpitation même de la vie qui réside au cœur de ceux-ci. L'imaginaire, c'est le seul bateau disponible pour voyager sur l'océan des livres. Certains croient qu'il suffit de coller un livre sous le nez d'un enfant pour que la magie opère. Maman Victoire, elle, avait compris comment naît le ravissement. Elle savait qu'il faut faire voyager les mots des livres comme on fait voyager les goûts dans les assiettes, avec art et délicatesse. Avec la lecture et l'écriture, Maman Victoire m'avait donné, sans le savoir, les armes qui fabriquent les miracles.